Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième partie du cinquième épisode des Petits mots de Sobrique. Ce soir, nous avons donc eu en première partie les trains et dans cette deuxième partie, plus pour les experts, nous allons nous orienter vers la fabrication chez Lego, le Made in Lego. Et pour pouvoir discuter, parler de tout ça, comprendre des choses, j'ai deux invités de marque. Tout d'abord, Pierrick, le président de l'association. Bonsoir Pierrick. Bonsoir tout le monde. Et puis Sébastien, notre expert produit et supply chain. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous, bonsoir Fabrice. Et donc, comme je viens d'utiliser un mot barbare, la supply chain, je propose qu'on commence déjà avec toi, Sébastien, et que tu essayes de nous expliquer ce que veut dire ce mot barbare. Oui, alors supply chain, on va faire un parallèle avec logistique. Bon, je pense que vous connaissez tous ce terme. Logistique, en fait, c'est l'expression qu'on utilise plutôt pour parler de la gestion d'entrepôt. Donc, on va être sur la réception des matières premières et des marchandises, la mise en stock, après ensuite la gestion du stock et plus tard la préparation de commandes et l'expédition. Donc, c'est ce qu'on appelle couramment logistique dans le milieu professionnel. Et pour faire un distinguo avec la supply chain qui, elle, est beaucoup plus large et qui est traduit en fait en français plutôt par la chaîne d'approvisionnement qui a pour but en fait de gérer de la matière première jusqu'à la livraison du produit fini chez le consommateur, donc le particulier. C'est une D'accord. vision très transversale. Donc, peut-être qu'on peut essayer déjà de regarder comment ça se passe chez Lego. Lego, donc on pense boîte de Lego, on pense pièces en plastique. Donc, le flux de ce que tu appelles la supply chain, ça se déroule comment et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc en fait, si on part effectivement de la matière première, donc pour Lego, c'est du pétrole qui ensuite va être raffiné, travaillé, tout ça pour obtenir du plastique, qui ensuite va être moulé, Pierre vous expliquera comment, pour faire des briques. Oui. Avec différentes briques, on va pouvoir composer des sets. Ces sets-là vont être amenés dans le commerce, donc du coup, ça va être un produit de grande consommation. Et ce produit va ensuite être acheté par des particuliers qui va devenir leur jeu et jouer à domicile. Et donc, en face de ce que tu viens de nous expliquer, à chaque fois, il y a des techniques, des systèmes, des processus, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, en fait, à chaque fois, il y a un lieu qui est associé. Donc, une fois que le pétrole est extrait des puits, il va aller en raffinerie pour être travaillé, pour être séparé en différentes couches. Les matières intéressantes pour le plastique vont être travaillées dans les usines pétrochimiques, où par cassage, par fracture, par braquage, on va pouvoir faire effectivement le plastique qu'on aura besoin. Ce plastique va être acheminé ensuite dans les usines de briques. Donc, l'historique, c'est celle du Danemark à Billund, puis ensuite celle du Mexique et celle de Chine, où là, effectivement, on va injecter des pièces pour faire des briques. Mhm. Ensuite, ces briques vont être envoyées dans les sites d'assemblage, donc, qui vont permettre de faire des sets. Donc, à l'heure actuelle, on en compte 4. Un en Hongrie, un en République tchèque, un au Mexique et en Chine. On verra plus tard où ils sont positionnés. Ces sets fabriqués sont ensuite transportés sur les entrepôts Lego qui Mhm. vont permettre d'approvisionner les différents points de vente, donc aussi bien les magasins du groupe Lego que tous les magasins que vous connaissez, King Jouet, La Grande Récré, Toys R Us et autres, et voire même les entrepôts des sites internet comme Amazon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Toys R Fnac, Us aussi qui etc. vont en ligne, la Grande Récré, tous ceux qui vendent en ligne, leurs entrepôts sont aussi approvisionnés par Lego. Et donc, au final, ça arrive chez nous. Et ça arrive chez nous et nous, on peut faire nos mocks avec. Je rappelle les mocks, pour ceux qui n'auraient pas suivi jusque-là, on en a parlé la semaine dernière, et les mocks, c'est des créations personnelles par des fans de Lego. Alors, tu parlais de différents sites de fabrication, de production, d'assemblage. On va les retrouver sur cette carte. C'est ça. Pardon, Donc, excuse-moi. excellent, merci. Alors, on va commencer par Billund que vous voyez au milieu sur l'étiquette rouge. Donc, Billund qui est au Danemark, le siège de Lego. C'est où, effectivement, historiquement, on fabriquait les briques, c'est toujours le cas. Donc, ça, c'est le premier site où on va fabriquer. Ensuite, vous avez un site en République tchèque qui, lui, va servir d'entrepôt et d'usine d'assemblage. Mhm. Un autre site en Hongrie qui va servir également de site d'assemblage et d'entrepôt un peu. Et ensuite, vous avez un site en Chine et un site au Mexique. Donc, le site du Mexique, vous voyez, il est placé en fait au Mexique pour permettre de livrer aussi bien sur l'Amérique du Nord que l'Amérique du Sud. Uh-huh.
Pareil sur la Chine, on est placé sur la côte pour pouvoir effectivement desservir toute l'Asie. Donc ça permet par bateau d'aller en Corée, d'aller au Japon, même de desservir l'Australie, l'Océanie. Et du coup, ça permet de couvrir le monde entier. Lego est présent pratiquement partout dans le monde, un peu moins en Afrique, mais il y a quand même des liaisons maritimes qui permettent de desservir les plus grands pays d'Afrique qui sont quand même consommateurs de Lego, comme l'Afrique du Sud par exemple, ou le Maghreb qui va être desservi directement par la Méditerranée. D'accord. Alors là, lors d'un petit mot de Sobrique, hein, c'était Lord Business, si je me rappelle bien, on avait parlé entre autres des difficultés de Lego, qu'il avait fallu aller vers une autre politique. Ça avait été évoqué aussi dans un petit mot de Sobrique qui présentait l'histoire de Lego. Donc on est aux alentours des années 2000. Et là, tu nous proposes justement l'état des lieux en 2004 Oui, finalement. voilà pour en fait comment Lego s'est dit, en fait, effectivement, ça va plus financièrement, comment je peux optimiser ma logistique et passer justement sur l'étape du dessus, la mise en place d'une supply chain pour pouvoir effectivement être plus efficace, pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne. Donc, on va faire un petit focus sur 2004, l'année critique. À l'époque, il y avait 55 transporteurs différents, donc des transporteurs qui faisaient aussi bien du routier, du ferroviaire, du maritime. C'était un peu de la cacophonie pour gérer les transports, on ne savait pas à quel moment qui confiait à quoi. Et pareil au niveau entrepôt, donc sur la carte d'avant, je vous parle qu'il y en a très peu, à cette époque-là, il y en avait 11. Pour 11 l'Europe, rien c'est qu'en ça? Europe. Incroyable. Alors que Lego, son cœur de métier, c'est concevoir des sets, fabriquer des pièces, des Oui. briques. C'est pas de gérer de la logistique. Il y avait 55 000 fournisseurs, donc ça peut paraître beaucoup, mais il faut compter tous les fournisseurs. Les fournisseurs de peinture, les fournisseurs de circuits imprimés, des différents composants qui vont servir aux machines de Lego, des fournisseurs de cartons, de sacs, d'emballage, c'était monstrueux. Et effectivement, vu que c'était la crise, Lego a vu qu'il y avait une opportunité de réduire drastiquement ses coûts logistiques pour effectivement participer à l'effort global pour remonter la société. Donc à l'époque, on va redynamiser la société d'une part en essayant, on se rappelle, hein, il y avait beaucoup de pièces différentes, des grandes pièces, etc. On revient à la base, à la brique, aux assemblages un peu travaillés. Il y a l'arrivée aussi de toutes les licences et il y a en même temps, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais il y a cet effet supply chain et on se retrouve dans une situation totalement différente en très peu de temps finalement. Oui, effectivement, en 3 ans, en fait, c'était un plan d'action en 3 ans. Lego a décidé de couper dans la masse et de massifier tous ses achats et ses prestations de transport. Donc, en fait, tout simplement, réduisant le nombre de transporteurs, ça permet d'augmenter le volume qu'on va confier à chaque transporteur, d'avoir plus de poids auprès de lui et donc, du coup, forcément, d'avoir plus de pression pour négocier les prix et ainsi réduire la facture. C'est pareil, au niveau entrepôt, ils ont décidé pour l'Europe, vu la taille de l'Europe, on sait qu'en 2-3 jours de camion, on peut parcourir l'ensemble de l'Europe. Donc, du coup, ils ont décidé de couper aussi dans le nombre d'entrepôts, de massifier, d'en mettre un seul en Hongrie. OK. Et donc, du coup, il a décidé carrément de le faire appel à un prestataire expert. En fait, du coup, l'entrepôt est géré par DHL, des experts en logistique. Et oui, ça, c'est leur job. C'est leur job. Le nombre de fournisseurs divisé par 2. Divisé, 55 000, oui, ils ont dit, parce que divisé par 2, parce qu'il faut savoir que logistiquement, en fait, passer une commande pour une pièce ou pour 50 000, ça coûte en moyenne 15 à 20 euros pour une entreprise. Dès qu'on passe une commande chez un fournisseur. Donc, dès qu'on va réduire le nombre de fournisseurs, on va réduire le nombre de commandes qu'on va devoir passer, on va gagner énormément en coûts. Ça va être plus simple à gérer en comptabilité, en finance, ça va être plus simple pour les relations avec eux, comment établir des contrats. Donc, plus on réduit le nombre de fournisseurs, plus on a une meilleure relation avec eux, gagnant-gagnant. Et là, tu parles de réinternalisation de la production. Ça veut dire qu'avant, on produisait un peu de partout et là, on va concentrer sur les 3 usines dont tu parlais, c'est ça? C'est ça, oui. On en avait parlé dans une présentation avec Mavili sur le marketing de Lego. Effectivement, dans ces années, début des années 2000, ils ont décidé de réinterniser la production, qui est quand même leur cœur de métier, leur savoir-faire, et pouvoir justement avoir, eux, la flexibilité sur leur outil pour pouvoir produire comme ils avaient envie. Et donc, du coup, par le biais aussi de la supply chain, de faire des économies. Et c'est une somme pas négligeable, comme vous voyez. 67 millions d'euros en 3 ans. En 3 ans. Alors, bien joué pour ceux qui nous écoutent. Hein. Vous avez trouvé le piège. Hein. On vous a laissé volontairement une petite erreur. Prague, c'est pas en Hongrie, c'est en République tchèque. C'est bien, vous êtes attentifs. C'était juste pour vous vérifier que vous étiez bien avec nous. Oui. On continue. Si on veut être précis, en fait, les entrepôts que vous avez vus tout à l'heure, en fait, sont pas dans des grandes villes. C'est toujours à chaque fois dans les banlieues. C'est plus pratique pour s'installer quand même. Et oui, parce qu'après, on peut diffuser plus rapidement. C'est ça. On parlait donc là principalement du transport des entrepôts, mais ça s'est connu aussi en termes de fabrication de pièces, choix de fabrication.
Oui, effectivement, en fait, à ce moment-là, le nouveau PDG a décidé de couper dans tous les coûts, les dysfonctionnements internes. Et au lieu de laisser les designers partir dans tous les sens, il a décidé de couper drastiquement dans les couleurs. À cette époque-là, il en avait 100, il a décidé de passer à 50. En fait, il a décidé de brider la créativité d'un certain côté des designers, mais finalement leur forcer à travailler avec un nombre limité, ça permet aussi de l'explorer, de l'ouvrir. Oui, exact. Et donc aujourd'hui, on est à 65 couleurs. Oui, depuis 2004, il y en a quelques-unes qui sont réapparues dans le catalogue ou qui ont été créées. On voit qu'on n'a jamais atteint le niveau de 2004. Et par contre, tu parles aussi des restrictions dans la création des nouveaux moules. Donc tout à l'heure, Pierrick va nous parler, il va nous expliquer ce que c'est un moule, etc. Mais du coup, là, c'est un moule en fait est associé à une pièce en quelque sorte, à un type de pièce. Donc réduire le nombre de moules, ça réduit les coûts aussi. Mais par contre, la créativité là-dedans, on peut faire moins de choses, non? Et en fait, à cette époque-là, la direction a décidé effectivement de limiter le nombre de moules, c'est-à-dire de forcer les designers à utiliser les pièces existantes chez Lego pour créer ce qu'ils avaient besoin. Au lieu d'avoir l'option de facilité de dire j'ai besoin d'une pièce spécifique, on va ouvrir un nouveau moule. Le but, c'est d'utiliser les pièces du catalogue au maximum possible pour pouvoir créer des sets. Après, effectivement, chaque année, il y a des ouvertures de moules qui se font régulièrement. Et justement, quand il y a un nouveau moule qui est mis à disposition, il est présenté à l'ensemble des designers et ceux-ci doivent optimiser au maximum, faire en sorte de l'utiliser le plus possible. Parce qu'un moule, ça coûte. Logistiquement, ça coûte de changer les moules sur les machines. Donc, il faut essayer de l'utiliser le plus longtemps possible en production. Donc, on va juste changer la couleur et l'utiliser dans le plus de sets possible. Excellent. Gestion des stocks, alors là, moi j'ai découvert un truc lors de la préparation, tu m'as expliqué des choses que je n'imaginais pas, donc vas-y, je te laisse expliquer cet aspect-là, c'est étonnant. C'est mon métier, en fait, moi j'ai un master en management logistique et du coup, au quotidien, je travaille sur ces aspects-là. Donc du coup, l'un des aspects les plus principaux avec les clients, c'est d'établir des contrats et dans ces contrats-là, on va déterminer des prévisions de vente. Donc le client va remonter ses ventes de l'année dernière et on va se discuter ensemble de quelles vont être ses opportunités de vente sur l'année après pour établir un volume de prévisionnel. Du coup, on va définir aussi un niveau de stock qu'il va lui avoir toujours en magasin, savoir s'il aura une boîte de chaque, 2 boîtes, 3 boîtes, donc c'est ce qu'on appelle le niveau de stock. Ensuite, on va définir la rotation, c'est-à-dire ça va être à quelle fréquence ce niveau de stock-là va être vendu, donc c'est en lien avec les prévisions de vente. Et enfin, on va définir avec le client le délai de rapprovisionnement. Si effectivement on va réapprovisionner toutes les semaines, toutes les quinzaines, au mois ou à l'année si c'est que des tout petits clients, ou au trimestre, au semestre. Et du coup, en établissant ces contrats-là et tous ces différents volumes, on va pouvoir effectivement avoir une vision de ce que le client va pouvoir potentiellement vendre. Et donc, nous, Lego, en face, on va pouvoir définir ce qu'il faut qu'on puisse produire et fournir aux clients. Donc, ça permet d'avoir un niveau plus précis. Là, ce qui est incroyable, ce que j'ai découvert, c'est que par exemple, Toys R Us va avoir un contrat avec Lego qui définit tous ces aspects-là. C'est ça, oui. Et du D'accord. coup, pour optimiser tout ça, parce qu'en fait, les prévisions de vente sont aussi en fait des modèles mathématiques. D'après l'historique, on arrive à déterminer des courbes, des équations pour prédire ce qui peut se passer par l'avenir. Et pour être plus précis dans ces domaines-là, Lego a décidé de se doter d'un meilleur logiciel pour les aider et être encore plus fiable. Incroyable. Donc, du coup, toute cette supply chain, on rappelle, c'est finalement de l'extraction de la matière première jusqu'à l'arrivée dans nos maisons, finalement. Et ça se traduit en chiffres avec des choses incroyables. Là. Oui, voilà, je voulais vous donner quelques indications. Voilà, des enjeux, en fait, pourquoi la supply chain de Lego doit être vraiment très efficace, parce que c'est 600 000 sets vendus chaque jour dans le monde. Incroyable. C'est 500 briques produites à la seconde sur les usines de Lego, donc Pierre il va vous détailler plus ça. Par exemple, c'est 21 milliards de briques par an. Je ne sais pas si vous imaginez combien de Faucon Millenium ça peut représenter, ce volume-là. Et à l'heure actuelle, Lego, c'est 120 boutiques en propre, avec un objectif d'ouvrir 300 magasins très prochainement. Et bien sûr, c'est tous les points de vente de tous ces clients, tous les magasins que vous connaissez de jouer dans le monde aussi. Donc, ça fait vraiment des volumes très colossaux. Incroyable. Donc là, on a finalement toute la chaîne, mais on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment c'est fabriqué, quels sont les enjeux derrière. Et là, on te retrouve, Pierrick, pour nous expliquer. Alors, on ne va pas chanter Elmer Footbeat ce soir, mais le plastique, c'est fantastique, certes. Mais comment ça se passe sur de la brique de Lego? Et je pense qu'on peut déjà revenir au tout début de la brique de Lego. Je pense qu'on a un petit problème de micro. Voilà. C'est tant pour moi. Oui, en fait, donc ce soir, moi, je vais vous expliquer
une partie de la supply chain, pardon, c'est donc la fabrication de la brique en soi. La brique, c'est pas que la brique 2x4 comme on peut l'entendre, c'est n'importe quelle pièce Lego finalement. Du coup, moi, je vais vraiment vous parler du moulage. Donc, on va déjà faire un petit point historique par rapport au plastique chez Lego. Donc, Lego, avant de fabriquer les briques comme on connaît aujourd'hui, ils ont fait des jouets en bois. Puis, en fait, après, ils ont fait des jouets en plastique. Et ces premiers jouets en plastique ont été fabriqués en 1946. Et la première brique 2x4 et 2x2 a été injectée qu'en 1949. Donc, en fait, il y a eu 3 ans on va dire, de jouets en plastique hors Lego comme on connaît aujourd'hui. Donc, il y a tout ce délai déjà pour retrouver ce concept de la brique de Lego. Puis, je suppose aussi que c'est aussi apprendre à utiliser la fabrication de moules parce que c'était tout neuf. D'ailleurs, les moules, ils venaient d'où là quand ils les ont récupérés, les Christensen au Danemark? J'imagine pas que c'était quelque chose de très diffusé à l'époque. Non, du tout. En fait, donc en 1946, Lego a été la première entreprise danoise à importer un moule pour faire l'injection plastique. Ce moule, il venait d'Angleterre. Bon voilà, donc Christensen a importé ce moule et bah après, comme tu l'as dit, il faut réussir à l'apprivoiser. Donc c'est pas si simple, hein, c'est toute une technique de production. Donc du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup d'essais, tout ça. Et entre autres, la matière joue beaucoup. Et donc, les premiers jouets Lego, puis les premières briques Lego ont été injectées en acétate de cellulose. Alors, c'est un plastique qui a été inventé en 1865, donc c'était quelque chose de déjà bien maîtrisé quasi 80 ans avant. Donc, bon, enfin voilà, c'est un plastique qu'on maîtrise, tout ça. Très facile à injecter. Le problème, c'est qu'en fait, il est limité pour la coloration du plastique. C'est-à-dire que, grosso modo, à l'époque, on avait peu de couleurs parce que, en fait, on ne pouvait pas coloriser comme on voulait l'acétate de cellulose. Donc, ce plastique a été utilisé de 1949 à 1963 pour les briques Lego. Et en 1963, on est passé sur de l'ABS. Alors, l'ABS, c'est un bel acronyme. Je vais essayer de ne pas arracher le nom, mais en fait, c'est de l'acrylonitrile butadiène styrène. Donc, on va rester sur ABS au final. C'est mieux. ABS, c'est bien aussi. Donc, après 49-63, ça fait quand même une belle période. Mais bon, il faut imaginer que pour mettre en place une nouvelle matière, un nouveau plastique, tout ça, c'est des quantités d'essais. Il faut être sûr que ça a marché. Il faut respecter des choses que Lego s'est mis en place dans les cahiers des charges et tout ça. En l'occurrence, le clutch power. Donc, en fait, le clutch power, c'est, si je prends des briques, si j'essaie de vous montrer, en fait, c'est l'accroche des Lego. C'est-à-dire que si on le décroche et qu'on raccroche, à chaque fois, il faut que ça tienne. Donc, c'est-à-dire, et ça, il faut que ça tienne des milliers, millions de fois. Donc, il faut être sûr que le plastique ne va pas s'abîmer, ne va pas poser d'autres problèmes. Donc, changer une matière, ce n'est pas si simple. L'ABS, l'avantage aussi, c'est qu'il a une bonne tenue au choc. Il est rigide, il est léger, mais surtout, il est très facilement moulable. Donc du coup, ça aide énormément. Et autre avantage, on peut le coloriser beaucoup plus facilement. Donc là, après, c'est un peu de la chimie, de la cuisine où en gros on va mettre du colorant dans le plastique pour en faire un rouge, un peu moins rouge, un peu plus marron, un jaune, un bleu, voilà. Et voilà. Et là, peu importe comment on va le coloriser, du coup le plastique aura les mêmes propriétés. Donc en fait, dans les matières, on va parler de propriétés. Et voilà. Donc l'ABS, il a aussi un aspect brillant qui évite en fait qu'avec le temps, en fait, ça ternisse, que ça devienne un peu poreux, des choses comme ça. Voilà. Donc après, ça, c'est ce qui va faire la différence en fait entre deux plastiques. On va être sur un plastique plutôt bas de gamme, sur un plastique plutôt haut de gamme, finalement, même forme de pièce, mais on va avoir une espèce de, on va dire, de haut de gamme, alors que finalement, c'est la même pièce, c'est juste que c'est moulé avec un plastique différent. Donc, on résume.
Là, on a deux matières dites plastiques. Alors, en fait, les deux, c'est issu du pétrole, c'est de la chimie, c'est ce que nous expliquait Sébastien tout à l'heure. Initialement, alors, un matériau plastique, sans doute, qui était le matériau courant de l'époque, mais du coup, on a subi les couleurs. Finalement, j'ai appris quelque chose là, c'est que les couleurs Lego qu'on a tous vues gamins, finalement, elles étaient un peu subies parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait en termes de couleurs. Et là, on se retrouve avec les briques modernes. Alors, il y a quand même eu encore des avancées. L'ABS, tu dis, c'est depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, mais il me semble qu'il y a une démarche aussi vers du plus durable, vers des choses plus écologiquement acceptables. C'est ça. Donc, en fait, Lego a commencé à produire des pièces en plastique écologique, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont commencé à les produire en 2018. Je ne sais pas combien d'années avant 2018, ils ont passé de temps à élaborer ce plastique écologique. Donc, pour la petite histoire, c'est que ils ont commencé par mouler ce qu'il y a sur la photo, donc beaucoup de végétation, des arbres, des feuilles, tout ça. Et donc, quand je dis plastique écologique, en fait, on reste sur du plastique, mais donc c'est un plastique qui est composé à 98% de plantes. C'est pour ça qu'il est écologique. Et en fait, il suit des normes un peu complexes, mais surtout élaborées par la WWF, donc en fait un organisme bien connu. Et étonnamment, ce plastique, il n'est pas biodégradable. Donc, Oui. alors, c'est étonnant, mais en même temps, c'est rassurant. C'est pas bien c'est pas bien pour la planète, hein, c'est du plastique, c'est tout ça. Enfin voilà, on va passer à côté. Mais heureusement que c'est pas biodégradable parce que ça veut dire que le plastique dans le temps, du coup, il s'userait et on pourrait plus jouer avec au bout d'un certain temps. Donc pour nous, à Foll, ça nous arrange qu'il soit pas biodégradable, même si on est un peu entre deux chaises parce que voilà quoi, ça reste du plastique, c'est pas bon pour la planète et puis voilà. Et après, donc là, toujours pareil, c'est que c'est des années de développement pour ce plastique. Faut toujours garder ce clutch power, donc du coup que les pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres pour que en fait, les enfants, les adultes puissent démonter, remonter à l'infini. Après, la problématique de c'est pas recyclable, de toute façon, c'est un sacrilège de jeter des Legos. Donc, on doit les garder chez soi ou on les donne à un affol, mais il ne faut pas les jeter. Je ne me prononce pas là-dessus. Et du coup, je dis, oui. pardon, c'est 98% de plantes, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de canne à sucre. Voilà, c'était juste la petite précision. Voilà. Donc, on peut les. Non, il ne faut pas les manger. Alors, venons-en au principe de moulage, justement. Tu vas essayer donc de nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour partir du pétrole et arriver chez nous avec une brique de Lego. Oui, je vais essayer de faire ça avec des mots simples. Donc, comme disait tout à l'heure Sébastien, on part du pétrole. Donc, le pétrole, raffinerie. On extrait le pétrole, usine pétrochimique, on va le transformer en essence, en gasoil, en plastique. Donc, le plastique, en fait, c'est une partie du pétrole. Voilà. Donc, ça, nous, on va récupérer. Donc, après, ils vont en faire de l'acétate de cellulose, de l'ABS, autre chose. Ce plastique, pour qu'il soit plus facilement transportable et moulable, je vais l'expliquer juste après, en fait, il est du coup transformé en petites granules, comme on voit sur la photo de gauche. Ces granules, elles peuvent être déjà colorisées ou non. C'est-à-dire qu'en fait, on peut commander du plastique noir, du plastique bleu, tout ça, ou alors du plastique incolore, enfin blanc, et du coup, après, ça va être chaque entreprise, chaque on va dire injecteur plastique qui va faire sa petite recette pour la coloriser suivant le RAL qu'ils ont bien envie d'utiliser. Ok. Donc, là, Lego, je sais que ça arrive en granules. Après, je ne sais pas si c'est eux qui font la colorisation après ou pas. Je ne vais pas vous mentir. Une fois que c'est en granules, donc là, faut imaginer que c'est des camions citernes qui transportent tout ça, ni plus ni moins, vers les usines Lego, donc principalement à Billund, mais aussi en Chine et au Mexique. Du coup, c'est les 3 usines qui vont injecter du plastique. Donc, en fait, qui vont fabriquer les pièces Lego. Les autres usines, comme disait Sébastien, c'est des usines d'assemblage. Ils ne vont pas assembler les Lego, ils vont juste rapatrier tout plein de références Lego et faire les sachets après avec.
une fois que c'est arrivé dans les usines Lego, on met ça dans des silos. Ça va être, comme on peut voir sur le bord des autoroutes ou quoi, des silos à blé, des silos à grains, C'est le même principe. voilà, même principe, sauf que là, dedans, on va mettre nos granules en plastique. Ces silos, ils font l'équivalent d'un immeuble de 3 étages en hauteur. Donc, ça fait quand même des beaux silos. Par usine, il y en a 14. Mais il y a plus de 14 couleurs chez Lego. Il y a plus que 14 couleurs, mais du coup, dans un silo, on va mettre plusieurs couleurs. Comme dans un camion-citerne, quand le camion-citerne il vient pour remplir la station-service, il va avoir une partie en gasoil premium, un autre en gasoil, un autre en 195, enfin en SP95, et un autre en SP98. Du coup, ça va être exactement pareil, c'est que les silos ils vont être compartimentés. Dans chaque silo, on va avoir 33 tonnes de granules. Waouh. Voilà. Waouh. Ça fait combien une petite brique de Lego en masse? Je ne sais même pas. C'est quelques ça va faire quelques grammes, pas bien plus. Voilà. Donc, on en a un paquet. Et donc, j'ai ça dans des silos. Comment je fais pour aller vers ma brique, du coup? Alors, une fois que c'est dans les silos, il y a tout un système de tuyaux. En fait, il faut imaginer que les silos, en grosso modo, on aspire les granules qu'il y a dedans, qui sont emmenés jusqu'à nos presses à injecter. Donc, les presses à injecter, je vais vous montrer juste après. Dans une presse, on va avoir des moules. Un moule, c'est, pour info, quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc, c'est pour ça comme disait Sébastien tout à l'heure, il faut bien aussi réfléchir à des nouvelles références de pièces ou autres, parce que c'est pas si simple de développer un nouveau moule. Et on n'a pas trop le droit de se gourer quand même, quoi, hein. Donc, on va essayer de l'exploiter un maximum. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles références qui sortent tous les 4 matins. C'est peut-être une petite dizaine de nouvelles références par an, pas bien plus. D'accord. Donc, ces moules, dedans, on va avoir ce qu'on appelle des empreintes. Donc, en gros, une empreinte, c'est une pièce. Là, vous voyez sur la photo, alors c'est un moule, c'est une reproduction. Les moules Lego, autant vous dire que c'est bien secret. Donc, ça ressemble à peu près à ça, mais pas tout à fait. Et sur un moule, on va avoir une partie fixe et une partie mobile. OK. Donc, le moule, ce qui va se passer, c'est qu'on va le fermer. Les granulés vont arriver donc par aspiration des silos directement jusque dans le moule. Ce plastique, on va le faire fondre à 230 degrés. Et en fait, on va appliquer une pression. C'est pour ça que c'est des presses, en fait, qu'on appelle ça des presses, parce qu'en fait, la presse, elle va pousser le plastique dans le moule pour qu'en fait, ça puisse se répartir partout dans le moule. Et donc, du coup, c'est du plastique liquide. Une fois que c'est moulé, en fait, on va réouvrir le moule, les pièces vont tomber et du coup, les Lego sont fabriqués. Les empreintes dans un moule, c'est toujours en puissance de 2. C'est-à-dire qu'on va avoir un moule, une empreinte, 2 empreintes, 4, 8, etc. etc. Okay. Chez Lego, je pense qu'on est sur des moules entre 96 et 256 empreintes. Wow. Donc, une fermeture, injection, ouverture, refroidissement, 10 secondes. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, si on est sur un moule 96 empreintes, on va sortir 96 pièces en 10 secondes. Comme disait Sébastien tout à l'heure, on est à 500 briques secondes. Lego n'a pas qu'une seule presse, ils en ont plusieurs dans chaque usine. Donc, du coup, tout ça cumulé fait qu'on va avoir plusieurs pièces. Les pièces où il y en a moins besoin, c'est des plus petits moules. Les pièces où on a plus besoin, c'est des moules un peu plus compliqués. On peut avoir des moules bimatières. Typiquement, les nouvelles chevelures de minifigs ou des choses comme ça. En fait, on va avoir 2 couleurs différentes, voire 2 plastiques différents. On va avoir une partie ABS et une partie un peu plus caoutchouteuse. Okay. Et du coup, ça, c'est des moules. En fait, on vient injecter 2 matières. Donc, il y en a une première, une deuxième qui vient par-dessus. Et voilà. Donc, comme je rappelle, il y a la partie fixe. Techniquement, c'est plus compliqué avec 2 couleurs. Techniquement, c'est plus compliqué. Et donc, voilà. Donc, on a des… Donc, les moules, grosso modo, c'est comme ça. OK, donc on a l'empreinte, on vient couler. Alors, intéressant, 230 degrés, ça veut dire que si je veux laver mes Lego à ma machine à laver, 90 degrés, pas de problème, monsieur le président. Parfait. Normalement, tu es tranquille. Après…
Enfin voilà, 230 degrés, vous voyez, c'est pas non plus si chaud, hein. Enfin, c'est Oui. chaud, mais c'est pas, on n'est pas sur de la fonte de verre ou de la fonte d'acier, hein. C'est quand même pas très très chaud en soi. Et Et ça refroidit vite derrière ou ça comment ça refroidit, se passe? en Ils fait, ouvrent le moule et ça tombe et c'est emporté par des ouvriers, par des machines? alors, ça tombe sur des tapis roulants généralement. C'est en bout de tapis roulant chez Lego. Alors, c'est un modèle, je crois que c'est un cas d'école au niveau. Alors là, pour le coup, logistique, pour après emmener les pièces dans les entrepôts, c'est que c'est des robots qui se baladent dans les allées. Il y a, D'accord. grosso modo, c'est une personne pour une vingtaine de presses. Ah oui. Et, parce que c'est des robots qui vont récupérer les pièces produites et ça arrive dans des bacs. Après, les bacs sont rangés automatiquement dans des énormes magasins. En fait, enfin, on appelle ça des Mm. magasins dans les usines, mais en fait, bah, c'est des grands bacs où après toutes les pièces arrivent dedans et c'est trié par référence, par couleur et voilà. Donc, Alors, moi, il y a un truc bizarre là que je vois, c'est, enfin, je connais pas ces pièces-là, elles sont toutes reliées entre elles, ça n'existe pas ça chez Lego. alors, du coup, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que la brique de par 4. Ce qu'il y a au milieu, D'accord. bah, en fait, c'est de la matière perdue. C'est parce que bah, faut alimenter chaque empreinte dans le moule. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si c'était des micro-boyaux qui venaient alimenter en plastique chaque empreinte. Donc, on ne peut pas juste injecter sur la première pièce et puis après, ça se divise sur toutes les autres. Ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme, on peut faire la comparaison avec un bac à glaçons dans le congélateur. Ouais. Quand vous le remplissez, si vous remplissez l'eau que dans la première case, bah, la première case, elle va déborder et ça va mettre un temps monstrueux à aller jusqu'à la dernière case. Oui. Bah, en fait, c'est exactement pareil avec un moule. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'injecter sur un point central pour que ça puisse se répartir uniformément partout. Tout ça en un minimum de temps et surtout que ça puisse se répartir partout dans le moule uniformément. Voilà. Alors, si on veut jouer à Sherlock Holmes et qu'on cherche des indices, je suppose qu'on voit ça sur des briques réelles. Il doit y avoir des indices qui nous montrent ça. Alors, on voit ça, je vous ai mis des photos. Alors, c'est pas très facile à voir, mais du coup, en plastique, en injection plastique, on a toujours, vous regarderez sur n'importe quelle pièce plastique que vous avez chez vous, on a toujours des points d'injection. Donc, on a au moins un point d'injection et on a des points d'éjection. Alors, le point d'injection, c'est par là où arrive la Voilà matière. qu'on voit, c'est ça? Voilà, c'est le petit point qu'on voit au milieu du Lego. Là, c'est bah, sur la photo qu'on avait précédemment. En fait, c'est cette fameuse carotte, là, ce fameux boyau. En fait, sur les vrais moules Lego, bah, il arrive ici. Donc après, quand le moule s'ouvre, eh ben, c'est découpé automatiquement. Cette partie du coup de matière perdue, après, elle est recyclée. L'ABS, le gros avantage aussi, c'est qu'il se recycle par étuvage. Donc, du coup, ça, c'est recyclé et voilà. Et en fait, donc ça, c'est par là où la matière plastique arrive dans le moule. Donc, Point c'est d'injection. Et après, d'injection. tu Donc, vous parles voyez, d'un c'est point même pas. d'éjection. Voilà. Et vous voyez, le point d'injection, où c'est rigolo, c'est que c'est pas central à la pièce, au Ah final. Parce oui, on pourrait croire que on va le si mettre on met un là. point au centre, au Ouais, final, ça se répartit mieux partout. Bah, au final, pas forcément. Voilà. d'accord. Et le point d'éjection, alors, c'est parce qu'on va faire Alors, sauter les Lego dans l'espace? ouais, c'est à peu près ça. C'est le point d'éjection. Donc là, j'ai une brique de par 4 classique. Et donc là, j'entoure. On ne voit pas trop sur la photo. Vous regarderez plus précisément. On a 8 points d'éjection sur une brique de par 4. 4 de chaque côté, sur les grandes longueurs. Ça, D'accord. c'est quand le moule s'ouvre, bah, les pièces, elles ne tombent pas toutes seules par gravité. Parce que dans le moule, le plastique, il va coller un petit peu. Le temps que ça refroidisse, bah, en fait, ça va prendre la forme du moule. Pareil, même comparatif avec vos glaçons. Vous êtes bien obligé un peu de titiller la barquette, là, de la tordre un peu dans tous les sens pour que les Mm. glaçons sautent. Bah, c'est un peu pareil avec les pièces plastiques. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on aide il y a la pièce Lego à sortir du moule. Et pour ça, il faut imaginer des toutes petites barres en fait, qui translatent dans le moule pour pousser la pièce de son logement pour qu'elle tombe. Et donc, D'accord. du coup, sur une pièce 2 par 4, bah, on en a 8 parce que bah, si on pousse qu'à un seul endroit, la pièce bah, elle va se déformer. Donc là, on va essayer de pousser pareil, uniformément autour de cette D'accord. pièce pour qu'en fait, quand on la pousse, ça la déforme la moins possible parce que la pièce est toujours un petit peu chaude. Elle n'a pas encore totalement refroidi. Et c'est pour ça qu'on voit ces points d'éjection parce qu'en fait, c'est la forme, c'est en gros ce qui pousse la pièce, bah, ça vient marquer la pièce parce qu'elle est encore un petit peu chaude. Et c'est là où tout est l'enjeu, c'est qu'on va essayer de la marquer la moins possible, donc en fait d'attendre un Mm. maximum que la pièce refroidisse,
Mais on ne peut pas attendre trop longtemps parce que sinon, en fait, on perd du temps de production. Du temps de production. Voilà. Alors, je résume. Je prends mon seau, je mets du sable dedans, je fais mon château de sable, c'est pareil, c'est la même chose, quoi, en fait. Exactement. Et mon seau, c'est le moule. Et puis, j'ai tassé, tu m'expliquais, là, je mets mon sable, mais il faut que je tasse pour que ça tienne bien. Donc là, c'est le même principe, je vais pousser avec ma presse. Exactement, c'est pareil. Et du coup, la machine, elle ressemble à quoi? C'est une petite machine, parce que moi, avec mon petit seau, j'arrive à m'en sortir, mais là, c'est une petite machine. Est-ce que tu peux nous expliquer les dimensions, par exemple? Alors là, c'est typiquement une machine qui est donc une presse très correcte, d'une marque très connue dans le milieu de l'injection plastique. Là, pour vous donner un titre d'information, vous voyez, le moule, il est dans la partie vitrée au milieu. C'est ça, c'est ce qu'on voit ici? Voilà, c'est un moule. Ça, c'est un moule qui fait environ 80 cm par 80 cm en taille. Oui. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est immense là. Ouais. En haut à droite, vous voyez, c'est écrit 780. C'est parce qu'en fait, c'est une presse 780 tonnes. 780 tonnes? 8 voitures, quoi. Pardon? On a 8 voitures, la masse de 8 voitures, quoi, en gros. C'est ça. En fait, là, ça va pousser le plastique. Il va falloir 780 tonnes pour le pousser, pour en fait pousser la matière dans le moule. Attention, c'est 780 tonnes max. Parfois, on va peut-être pousser qu'à 200 tonnes si c'est des petites pièces. Parfois, peut-être il va falloir 600 tonnes. Mais c'est pas juste on pousse avec le doigt et la matière rentre dans le moule, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pareil, on a besoin de pousser fort pour que le plastique rentre vite aussi dans le moule. Parce que le problème, c'est que le moule, il est plutôt froid. La matière, elle est plutôt chaude. Donc après, il ne faut pas que le plastique refroidisse pendant l'injection. Donc ça, c'est tous des process qui sont contrôlés. Et du coup, c'est le genre de machine, ça fait, je sais pas, entre 5 et 10 mètres de long, grosso modo. Wow. Et en hauteur, ça fait 2 mètres 50, 3 mètres, pas bien plus. Incroyable, énorme ces machines. Donc tu disais, et c'est vrai pour d'autres choses, il faut pousser fort, c'est important de pousser fort. Mais là, tu me proposes une autre machine à injecter, mais pour moi, c'est du Lego, ça. Donc je ne comprends pas ton illustration. Oui, mais du coup, c'était juste pour faire un petit clin d'œil parce qu'en 2021, Lego a sorti une boîte qu'on peut trouver exclusivement à la Lego House à Billund, au Danemark. Et donc, c'est le 740-502. Donc, c'est la représentation d'une presse à injecter. Voilà. Oui, on voit le moule ici, effectivement, voilà. Avec des petites briques rouges. C'est ça. Et on voit du coup l'espèce de cylindre qu'il y a plutôt sur la droite, là, en haut. Ouais. C'est par là où les granules arrivent finalement. Donc, en fait, ça arrive là, c'est chauffé. Et après, c'est poussé dans le moule et ça sort magnifiquement bien sur un petit tapis roulant. Et voilà. Alors, je crois que ton métier, c'est faire de la mesure. Hein, c'est ça? Tu as une petite règle et tu viens mesurer des pièces? Non, je caricature, mais… c'est à peu près ça, oui. Moi, mon métier, je suis métrologue dimensionnel. Donc, la métrologie, c'est un mot barbare, mais en fait, c'est assez simple. C'est la science de la mesure. Donc, la métrologie dimensionnelle, du coup, c'est que je vais mesurer les dimensions d'une pièce qui va être fabriquée. Là, au milieu, on voit une machine réelle. Donc, c'est une machine qui fait à peu près 1 mètre cube au niveau du volume de mesure. Pas de la taille de la machine, mais du volume de mesure. Un demi-mètre cube. Ça fait 500 par 500 par 500 millimètres. Okay. À gauche, c'est un petit mock qui représente… c'est du Lego cette machine. Ça, c'est du Lego. Ouais, c'est du Lego. À droite, c'est un autre mock où, en fait, ça représente, du coup, une tête de mesure. Donc, en fait, vous voyez, ça fait comme une piqûre, en fait, sauf qu'en fait, au bout de la pointe, c'est une petite boule en rubis de synthèse, je vous rassure. Et vous voyez, la boule qu'on a au-dessus noire, ça, c'est pour permettre, donc, ce qu'on appelle, c'est un palpeur. En fait, ça permet de mettre le palpeur dans l'angle qu'on veut pour aller palper au mieux la pièce à contrôler. Donc après, pour les Lego, il y a des choses à respecter qui sont pas simples du tout. C'est quand on moule, je reprends l'exemple du seau que tu avais tout à l'heure. Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant vous penserez à moi quand vous serez à la plage. C'est que vos seaux, ils sont jamais cylindriques ou parfaitement parallélépipédiques. Ils sont toujours coniques. Ou alors, ils sont en forme trapézoïdale, pour des seaux donc, qui ont une forme carrée. Pourquoi il y a ça?
Parce que si c'est parfaitement cylindrique, le sable ne sortira jamais du sol. Voilà, c'est mécanique. Donc, en fait, on crée ce qu'on appelle une dépouille. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas sur un cylindre, qu'on est sur un cône, pour que le sable puisse sortir comme il faut du sol. Exactement pareil avec du plastique. Si on est trop sur des faces parallèles pour une brique, par exemple 2x4, et bien en fait, la brique va avoir du mal à sortir du moule. Donc, on ne le voit pas, mais il y a une mini dépouille. C'est-à-dire qu'en fait, les faces ne sont pas rigoureusement parallèles, elles sont un tout petit peu inclinées entre elles. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, nos petites briques, là, les faces ne sont pas parallèles, elles sont légèrement inclinées. Elles sont légèrement inclinées pour que Je suis choqué. pour pouvoir sortir, en fait, pour pouvoir sortir la pièce du moule. Là, on n'a pas l'impression, hein, on regarde une pièce, on dit mais non, mais il nous raconte n'importe quoi, machin. Mais sauf que Lego, où on voit que c'est quand même un jouet de luxe, vraiment une brique, enfin une brique, c'est vraiment très complexe à fabriquer et tout ça. Donc là, vous voyez, c'est des dimensions d'une brique, d'une plaque classique, mais la précision chez Lego, c'est 10 micromètres. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pièces, une même pièce, si je prends une brique 2x4, il faut imaginer qu'autour de cette brique, on a une enveloppe par rapport au code théorique. Donc, si par exemple, je prends le P égale 8 mm, oui. Et bien en fait, sur ce P, je vais appliquer une enveloppe de plus ou moins 10 microns, d'accord, 10 micromètres, et toutes les cotes vont rentrer dans cette enveloppe. C'est-à-dire qu'en fait, mes faces, du coup, c'est pour ça qu'elles sont quasi rigoureusement parallèles, parce qu'entre le haut et le bas, eh ben, on va avoir que quelques micromètres. Incroyable. 10 micromètres, c'est 6 fois plus petit qu'un cheveu. Un cheveu, alors il ne m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai encore quelques-uns. Je tire un de mes cheveux, je le coupe en 6 et ça me donne la précision des briques de Lego. C'est ça. C'est incroyable, c'est de la précision aéronautique, ça. On n'y est pas, mais pas loin, ouais. 1 millimètre, enfin 1 millimètre, enfin pardon, 10 micromètres, c'est 1 millimètre coupé en 100. C'est pas, voilà, c'est pas rien. Et du coup, bah, c'est là ce qui va faire la différence de Lego par rapport à d'autres marques ou autres, c'est justement cette précision et ce qui va faire que les Lego vont toujours pouvoir s'emboîter comme il faut et on retrouve le fameux clutch power. Parce que du coup, c'est ça qui va faire que les Lego peu bouger dans le temps. Oui, j'avais entendu qu'on disait que les premières briques qui ont été fabriquées par Christensen peuvent encore s'imbriquer avec des briques d'aujourd'hui et rester imbriquées et pas se défaire. C'est ça. Incroyable. C'est fou. Merci beaucoup, Pierrick, pour cette découverte. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Incroyable. Sébastien, on revient vers toi parce que le logisticien que tu es, le spécialiste de la supply chain, il a craqué et il souhaite nous parler de sets de Lego. Alors ça, je pense que tu bluffes en nous disant qu'il y a des sets Lego pour un futur logisticien. Eh ben non, je ne bluffe pas, comme toujours. Non. Donc, tout à l'heure, les deux Sylvain vous ont parlé de train. Donc, pour faire un petit clin d'œil à eux, je vais vous parler un peu de la société Maersk. Donc, Maersk, c'est un des géants du transport maritime. Et donc, du coup, Lego s'est associé à Maersk pour sortir des sets. Donc, vous voyez en bas un porte-container. En haut, un train que vous avez pu voir plus avant avec les deux Sylvain. Et en bas à droite, c'est un camion Maersk, mais c'est un camion qui n'existe pas. Parce que Maersk ne fait pas de transport routier. Mais par contre, sur les routes, vous pouvez voir des fois juste ce qu'on appelle un plateau, avec un conteneur Maersk, qui n'est pas la même chose. Ici, c'est plutôt un camion de livraison classique que vous pouvez croiser très régulièrement. Donc tout à l'heure, Sylvain nous disait que son rêve, c'était le train, là, qu'on voit. Mais le bateau, là, il existe vraiment, alors. Du coup, c'est aussi quelque chose qui doit avoir une certaine valeur, j'imagine. Oui, c'est une belle pièce. C'est un set qui vaut son pesant, dirons. Bon, j'ai un gamin, je veux qu'il s'oriente vers la logistique. Je ne peux pas lui offrir ces sets-là, mais tu as d'autres propositions à nous faire? Voilà, j'ai des propositions plus réalistes. Si on peut passer, voilà, donc déjà, sur le train. Pardon, je reviens. Faire le lien avec encore nos amis Sylvain qui vous ont présenté ces trains-là tout à l'heure. Et je vais vous parler un peu plus en fait des opérations logistiques qu'on fait à ce niveau-là.
c'est ce qu'on appelle, nous, le transbordement. Donc, le transbordement, c'est aussi un terme qu'on va employer pour le maritime. C'est passer, en fait, des grosses marchandises, donc souvent des conteneurs, d'un moyen à l'autre. Donc, ici, en fait, on va être sur des moyens où on va passer d'un camion à un train ou d'un train à un autre train. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes largeurs de rails. Et donc, en fait, on va passer à chaque frontière les wagons d'un à l'autre. En Europe, c'est assez harmonisé, mais dès qu'on va partir sur les pays plus comme le Kazakhstan, le Pakistan, là, il faut faire à chaque fois les jonctions. Et donc, on va utiliser des grandes grues, comme vous voyez en haut, ou des ponts. Les ponts, en fait, on va s'en servir sur l'entreprise pour transporter de très grosses charges. On va pouvoir mettre des bobines ou des conteneurs qu'on va attraper sur le pont, qu'on va pouvoir rouler d'un moyen à l'autre. Donc ça, là, c'est des sets que vous avez pu trouver chez Lego il y a quelques années, où il y en a régulièrement qui sortent de façon de ce genre-là. Donc là, on est sur le transbordement entre trains ou du transport sur train, mais il y a aussi d'autres types de logistique. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas 15 000 moyens de transport dans le monde. Donc, on a le camion, on a le train, on a le bateau, on a l'avion. Donc, du coup, vous voyez en haut, sur le côté, c'est un avion qui est chargé logistiquement. Donc, il faut savoir que sur tous les vols, en fait, il y a toujours des marchandises qui vont transiter. C'est pour ça qu'en fait, les gens ne payent pas si cher que ça, même si les billets d'avion sont chers. Parce qu'en fait, dans les soutes, il y a énormément de marchandises qui vont transiter pour les entreprises. D'accord. Et oui, donc on optimise le coût du transport par ce biais-là. On optimise à mort. Voilà. Donc ensuite, vous avez un camion, ça c'est ce que vous croisez le plus classique. Donc on pourrait croire peut-être que c'est de la bière pour Pierrick qui est sur le camion. Exactement. Après, on transporte des Lego pour nous tous aussi. Vous voyez effectivement qu'il y a aussi des engins comme on appelle couramment Fenwick, qu'on appelle chariot dans le terme plus courant en industrie, qui vont permettre effectivement de transporter les palettes. Là, on charge un petit camion et une voiture de la Poste. Parce que la Poste dans la logistique ? Oui, parce que c'est de la logistique, parce qu'effectivement, la Poste va transporter des marchandises d'un point A à un point B, donc des colis ou des lettres, du centre de distribution jusqu'au domicile. Incroyable. Merci beaucoup pour cette petite découverte au travers des sets de Lego. Je trouve que c'est sympa de pouvoir aussi illustrer par ce biais-là la logistique. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, n'hésitez pas à peut-être leur faire découvrir aussi ce monde-là, leur expliquer un petit peu comment ça marche. Pierrick, on revient vers toi juste avant de se quitter pour rappeler ce qui s'est passé le week-end dernier et ce qu'on peut encore voir ensemble jusque, je crois, au 3 juillet, quelque chose comme ça. Oui. Du coup, depuis le 19 mai, c'est vrai que les lieux de culture, musées, expositions ont pu rouvrir leurs portes. Donc, le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse a la chance d'avoir l'exposition Ma région en briques au sein du monastère dans l'église. Donc, c'est tout plein de monuments de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour cette réouverture du monastère, le week-end dernier, on a proposé une animation pour faire participer en fait les visiteurs à la création d'une mosaïque en Lego. Donc, comme on voit sur la photo de gauche, donc une petite mosaïque, 2,10 m par 1,45 m, voilà. 19 630 pièces. Ouais. C'est relatif dans le petit là. Donc voilà, c'est vrai que c'était alors pas le week-end dernier, mais c'était le week-end il y a 10 jours. Du coup, on a proposé cette animation. La mosaïque est toujours visible du coup dans le monastère jusqu'au 3 juillet. Et le 3 juillet au soir, on va la démonter. Et du coup, en espérant aussi avoir pas mal de monde, parce qu'on va essayer de faire participer aussi les gens au démontage. Donc du coup, on va faire à nouveau une petite animation autour de cette mosaïque dans le monastère. Donc elle est visible encore pendant 1 mois. Voilà. Si tu permets, Pierrick, je fais un petit clin d'œil à Didier qui nous a prêté les briques et c'est super sympa de sa part. Et puis un petit clin d'œil aussi à Simon, Simon Pinta, hein, c'est ça. C'est ça. Qui est un spécialiste de réalisation de mosaïques. Je pense qu'on peut retrouver relativement facilement sur Internet et vous verrez un peu toutes les différentes créations. Et c'est souvent quelqu'un qui nous aide au travers des expositions à proposer différentes choses. Et là, on a une partie de la Dream Team de Sobrick sur la photo.
ainsi que les personnes qui nous ont accueillis au niveau du monastère. Hein. Tout à fait. Eh bien, il me reste à vous remercier, Pierrick et Sébastien. Alors, c'est moins facile que tout à l'heure parce que j'ai juste eu à remercier Sylvain, puisque j'avais Sylvain et Sylvain. Mais là, c'est avec plaisir que je vous ai retrouvés tous les deux dans un domaine qui est plus en rapport avec vos métiers de tous les jours, finalement, même si c'est du Lego. Et merci beaucoup pour tous ces détails. C'était super instructif. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je vous rappelle que le prochain petit mot de Sobrique, alors attention, c'est pas dans 15 jours, on a rajouté une petite semaine entre deux, ça sera le lendemain de la fête de la musique, donc on sera tous en forme pour nous rejoindre pour ce petit mot de Sobrique, le 22 juin, donc à 18h15 avec une thématique plutôt pour tout le monde, à 21h30, une thématique plutôt pour les habitués. Merci encore beaucoup à tous, et puis prenez soin de vous.